de choses à aborder ce soir, donc on va commencer dès maintenant, la conférence et puis, les retardataires nous rattraperont petit à petit. Donc d'abord, bonjour à tous, merci, d'être avec nous ce soir pour le webinaire, «Papa, maman, c'est quoi la mort?». Donc cette soirée, elle vous est proposée par, l'Union départementale des associations familiales de Paris et la Caisse, d'allocations familiales de Paris. Alors comme vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui, on a coupé vos micros, pour que ce soit plus facile pour vous, de suivre. Mais vous pouvez tout à fait, interagir avec nous, notamment, en utilisant le chat, hein. Le chat, pour, l'utiliser, il vous suffit de cliquer sur «Converser» en bas au milieu de votre écran. On fera au mieux pour répondre à un maximum de vos questions, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de choses à aborder en 1 heure, donc on ne pourra pas, répondre à tout le monde. Donc ce soir, on va essayer de comprendre comment parler au mieux de la mort avec ses enfants, comment répondre à leurs questions quand ils nous en posent, comment les accompagner quand ils y sont confrontés directement par le décès d'un animal de compagnie, par exemple, ou par le décès d'un proche. Et la crise sanitaire que nous traversons actuellement, c'est justement l'occasion d'évoquer cette notion avec les enfants. Donc Sidonie Dubois, psychologue, et Michel Thomas, ludothécaire, membre de l'Association des ludothèques françaises, vont nous aider à savoir comment aborder ces sujets avec nos enfants et comment y voir plus clair. Alors c'est nous, Flora Matteo, chargée de mission à l'UDAF de Paris, et moi-même Anne-Sophie Barillot, animatrice des réseaux parentalité à la CAF de Paris, qui co-animeront cette soirée. J'en profite pour rappeler que l'UDAF et la CAF de Paris soutiennent les associations parisiennes d'accompagnement des familles face au deuil. Et à la fin de cette conférence, je vois que certains nous ont posé la question, on vous transmettra un livret dans lequel figurent toutes ces associations parisiennes. Parmi ces différentes missions, la CAF accompagne les familles confrontées au deuil d'un enfant ou d'un conjoint, notamment via la mise à disposition des travailleurs sociaux qui se rendent à domicile des familles ou qui les reçoivent dans les locaux de la CAF. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps d'introduction et je vais laisser tout de suite la parole à Sidonie. Sidonie, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les enfants comprennent la mort selon leur âge? Alors oui, merci, pour cette introduction. En effet, voilà, dans une première partie, nous vous proposons, de définir plus précisément, quelle compréhension les enfants ont de la mort, mais en fait, suivant, leur âge. Comme, il a été dit par Anne-Sophie, la mort est un des sujets qui peuvent préoccuper, vos enfants. La 1re chose dans un premier temps, c'est important, d'évaluer, ce que l'enfant, sait, de la mort, afin de ne pas lui imposer, nos propres représentations. Ça peut être, par exemple, des questions simples, comme, «Et toi, tu en penses quoi?», afin d'essayer de l'aider à s'exprimer du mieux possible, et de l'encourager, à vous poser des questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque enfant a son propre niveau de connaissance. Il va donc falloir matérialiser et conceptualiser la mort, mais en partant de son propre vécu et de sa façon de voir les choses. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment du coup que l'accompagnement soit personnalisé pour partir de lui et de ses propres questionnements. L'enfant va en fait chercher à avoir des réponses, mais pour se sécuriser avant tout. Alors, je vous propose un premier palier vers l'âge de 3-4 ans, car ce sont à cet âge-là que les premières questions autour de la mort apparaissent, parce que c'est à cet âge que l'enfant devient curieux et qu'il cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Sa compréhension reste tout de même bien sûr limitée jusqu'à ses 5 ans. Et la mort à cet âge-là représente surtout une absence et pour lui, elle est temporaire. La personne décédée, en fait, est seulement partie et il s'attend à ce qu'elle revienne un jour ou en tout cas à ce qu'elle puisse revenir un jour. La mort, en fait, est assimilée à cette période comme à un sommeil. Par contre, c'est vrai que c'est important d'être vigilant parce qu'à cet âge, l'enfant peut vite se sentir coupable, croyant que finalement, ses propres paroles ou ses rêves peuvent avoir occasionné sa mort. Voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte.
C'est aussi entre 3 et 5 ans qu'il est réceptif à tout ce qui peut être dit sur ce thème de la mort et que cette conception peut avoir du sens pour lui aussi bien au sujet de personnes décédées ou même d'animaux décédés. Une façon simple d'aborder ce sujet peut par exemple être faite en s'appuyant sur des observations du cycle de la vie de la nature, par exemple pour faire la comparaison entre l'être humain et la nature. Pourquoi s'appuyer sur ça précisément? Parce que justement, l'enfant a besoin d'éléments concrets pour comprendre le monde qui l'entoure. Donc, c'est par exemple comparer les différentes saisons, préciser qu'au printemps, les bourgeons apparaissent et que des fleurs se développent, puis expliquer que les mois passent et que les fleurs se fanent et qu'elles finissent par mourir. Ou par exemple, de continuer sur le thème de l'automne avec les feuilles qui tombent des arbres. Et que ça signifie aussi qu'elles meurent, que les feuilles à l'automne ont fini leur cycle de vie. Comme je vous le disais, c'est toujours s'appuyer sur des exemples simples afin que ça ne l'inquiète pas. Et ça permet vraiment de rappeler que l'être humain est vivant et fait partie de la nature. Un autre palier, du coup, va être à intégrer vers 6-8 ans, où la notion de mort vient se consolider entre cet intervalle. Il prend conscience que le monde autour de lui est fragile et peut mourir, et que c'est un processus naturel et universel. Et il s'appuie du coup sur des caractéristiques visuelles, sensorielles ou d'immobilité en comprenant ce concept de mort. Il dira par exemple il est mort parce qu'il ne bouge plus ou parce qu'il ne respire plus. L'enfant, là, se représente concrètement la mort et c'est important, du coup, d'utiliser du vocabulaire précis, comme si vous le souhaitez, un cadavre, un squelette, une tombe, ou parler même du sujet du cimetière. C'est vraiment essentiel de lui définir ces mots de vocabulaire pour que, comme ça, il n'y ait pas de flou pour lui et qu'il n'y ait pas de tabou. Un autre palier, du coup, dans le développement de l'enfant va être à 8-12 ans. C'est à cette période où on dit que l'enfant accède à la pensée abstraite. Et cette fois-ci, il comprend que la mort est inévitable. Il commence également à cette période à réfléchir au sens de la vie et il se pose des questions, du coup, sur qu'est-ce qui se passe après la mort ou sur des croyances religieuses. La peur de mourir, du coup, peut se développer sur cette période parce qu'il comprend que c'est irréversible, qu'une personne, un animal, un être vivant ne revivra pas. Et donc, il comprend aussi que la mort peut toucher tout le monde, pas forcément une personne âgée, mais aussi des enfants de son propre âge, par exemple, ou des enfants adolescents. Des sujets, du coup, nouveaux peuvent apparaître, comme le sujet du suicide ou alors les dons d'organes, l'euthanasie. En tout cas, ce sujet peut prendre une place importante. Enfin, on a la dernière tranche d'âge, donc de 13 à 18 ans, où il est vraiment pleinement conscient du sens de la mort et sa conception est proche de celle de l'adulte. Donc, pour résumer, en effet, parler de la mort, ce n'est pas un sujet simple, hein, et ça peut même également nous mettre en tant qu'adultes en difficulté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant a une compréhension différente de l'adulte, notamment aux âges que j'ai évoqués plus tôt. Donc, c'est important de s'adapter vraiment à l'enfant, hein, et que cette conception du coup, de la mort va évoluer au cours de son développement. Donc, votre travail de parent va être d'essayer de vous adapter en fonction de sa vision du monde et de son environnement. Hein, donc forcément, vous n'aurez pas les mêmes explications pour un enfant de 6 ans que pour un adolescent. Nous verrons d'ailleurs au cours de ce webinaire des exemples concrets de formulation pour vous aider dans votre quotidien et de mettre des mots le plus possible sur les questions de vos enfants. L'intérêt, c'est d'éviter que ce sujet devienne un tabou, parce que sinon, l'enfant est laissé seul face à ses propres questionnements ou à son incompréhension, ou même parfois à sa détresse ou à ses émotions. Il va avoir besoin tout simplement de trouver des réponses. Et si finalement l'adulte ne lui en apporte pas,
ou si il se retrouve seul et l'adulte n'échange pas avec lui, des fois tout simplement par peur ou par peur de ne pas savoir, de se tromper, et ben, il pourra avoir l'impression voilà, que c'est un sujet à éviter, que c'est un sujet sensible. Il y a le risque qu'il fantasme lui-même ses réponses, c'est-à-dire qu'il imagine des choses et finalement il sera peut-être beaucoup plus angoissé, donc ça fera l'effet inverse, hein, parce que parfois on utilise le tabou en se disant voilà comme ça l'enfant n'y pense pas, mais au contraire il pourra y penser encore plus et s'auto-alimenter dans ses inquiétudes, dans ses angoisses. Donc voilà, l'idée du thème de ce soir, c'est vraiment que vous soyez convaincus que c'est un sujet pour tout le monde et pour les enfants. Voilà, essayez de lui apporter le plus de réponses possible pour qu'il ait des réponses concrètes, tout simplement, et que ça ne prenne pas trop d'ampleur dans des peurs qui peuvent parfois prendre de l'ampleur et être irrationnelles. Voilà un petit peu pour la première partie de ce webinaire. Merci beaucoup Sidonie pour ces premiers éléments de réponse très intéressants. On va prendre maintenant quelques minutes pour répondre à une question qui nous a été posée par une maman. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut parler spontanément aux enfants de la mort ou est-ce qu'il faut attendre qu'ils nous en parlent? Sidonie, peut-être est-ce que vous avez des éléments de réponse à nous donner? Alors, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être tabou. Donc, je pense que vous pouvez être amené à parler spontanément de la mort de vos enfants pour évaluer quelle représentation ils ont de tout ça, hein, pour créer en fait la discussion. Ce qui est important, par contre, c'est de respecter le rythme de l'enfant. Et si vous sentez que ça n'a pas d'impact, bah, n'insistez pas. Voilà. Moi, je dis toujours un petit peu cette image. C'est comme si vous plantiez des petites graines, voilà, et vous allez planter ce sujet-là dans la tête de l'enfant et ça va mûrir progressivement. Mais ce n'est pas une obligation, hein. Il faut vraiment le faire si vous en sentez la disponibilité pour le faire. Voilà, donc j'espère que ça répond suffisamment, mais voilà, je vous laisse compléter. Peut-être Michel aussi, si il veut intervenir. Moi, j'ai tendance à dire que en parler spontanément, c'est probablement pas nécessaire parce qu'à un moment ou à un autre, l'enfant en parlera. Alors, il peut en parler de différentes façons, soit par le jeu, mais on va le voir dans les présentations suivantes un petit peu, hein, soit parce que un événement extérieur, en fait, l'a interpellé, hein, un oiseau qui bouge plus, un chat qui a joué avec une souris, la souris bouge plus. Enfin, ouais, et c'est là qu'on peut pas. Normalement, il va y avoir des questions et on peut parler de la mort. Si on en parle spontanément, il y a toujours un risque qu'on lui fasse un peu peur. C'est pas forcément obligatoire d'aller encombrer la tête des enfants tout de suite avec la mort, quoi. Ça viendra bien assez vite. D'accord. Merci pour ces réponses. On va clore la petite partie questions-réponses. On aura le temps de répondre à d'autres questions un petit peu plus tard. On va avancer et aborder notamment la deuxième partie de cette conférence qui correspond à concrètement comment parler de la mort avec son enfant. Alors, deux situations vont se présenter. Dans un premier cas, l'enfant n'est pas directement confronté à la mort. Il se questionne notamment parce qu'il a entendu ce mot, parce qu'il a vu dans un livre. Et dans un deuxième temps, l'enfant peut être aussi confronté directement à la mort, comme on le disait par le décès d'un proche, le décès d'un animal. Et donc, on va essayer d'aborder ces deux thématiques. Dans un premier temps, donc, on va aborder le concept de mort chez l'enfant lorsque celui-ci n'est pas vécu directement, mais plutôt ressenti dans son environnement. Donc, je vais laisser la parole à Michel qui va aborder ce thème. Oui, donc, juste une petite précision parce que je suis présenté comme ludothécaire. En fait, je suis président de ludothèque, mais professionnellement, je ne suis pas ludothécaire. Mais bon, c'est un métier que je connais bien. Juste donc pour dire, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu différent de ce qui était il y a pas mal d'années, hein, puisque moi, je suis un vieux monsieur, hein, donc je peux remonter à 50 ans, 60, 70 ans en arrière quasiment.
en fait, les enfants ont accès à un très grand nombre d'informations qu'on n'avait pas autrefois, parce qu'aujourd'hui, on a la télévision, internet. Donc j'ai eu la télévision, j'avais 18 ans, hein, donc je me suis pas posé la question. J'avais pas d'informations, permanentes, d'images permanentes, sous les yeux quand j'étais petit. Donc régulièrement, en fait, les enfants vont être confrontés à la notion de mort, simplement parce que, ça apparaît sur les écrans. Et il va poser naturellement des questions lorsqu'il se trouve confronté à cette mort et en fait, pour lui, il y a souvent aussi des côtés de mort virtuelle. Parce que dans les films, dans les jeux, en fait, il y a beaucoup de morts virtuelles. On a beaucoup de jeux où on est mort et évidemment, il va aussi avoir des morts réelles dans les actualités. Le risque pour l'enfant, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à distinguer ce qui est vraiment réel et ce qui est virtuel. Donc, au départ, l'enfant, il peut comprendre la mort comme quelque chose de réversible, hein, puisque quand vous êtes dans un jeu, en fait, tu es mort, mais ou dans un film, en fait, le héros meurt, mais en fait, il revient, hein. Quand j'ai vu Bambi quand j'étais petit, la maman de Bambi meurt, dans ma tête de petit enfant, ça me pose la question: «Mais la maman, on va la revoir après?» En fait, on la revoit pas. C'est là que commencent à se poser des questions, hein. Mais assez naturellement, quand on est petit, on se dit: «Bon, tu es mort, mais tu vas revenir, quoi». Alors c'est difficile de répondre à ces questions sur la mort parce qu'on peut vraiment être tenté de les écarter parce qu'elles, elles peuvent vraiment nous toucher parce que quelque part, la question que va poser l'enfant peut être très directe, très crue, très dérangeante, mais c'est assez normal, hein. Et on peut discuter, en fait, c'est là que, s'aider pour, discuter avec l'enfant au travers d'un jeu, à travers de livres, comme on va vous l'exposer ensuite par la suite un petit peu, comment on peut parler de la mort avec son enfant, peut nous aider. Parce que c'est un peu comme d'autres choses dont on a parlé avec les enfants. Il faut déjà, nous, avoir déjà une bonne appréciation de la mort pour pouvoir en parler un petit peu sereinement avec son enfant. C'est pas toujours facile. Je crois que Sidonie peut préciser un petit peu des choses. Oui, donc justement, voilà, l'idée, c'est qu'aussi, comme, vous le disiez, ça peut être des questions très directes, hein, et ça peut, perturber du coup même l'adulte, et voilà, ce qui fait que c'est un sujet tabou, la mort, c'est que c'est aussi un sujet angoissant, mais pour les adultes, hein, parce que ça peut nous renvoyer à notre propre mort, à notre propre finitude, et également à notre propre croyance et tout le monde, voilà, ne s'est pas posé ces questions-là, hein, et pareil, bah, tout comme l'enfant, chacun a ses propres représentations et en est à son propre niveau, en fait, de connaissances dans ce domaine, hein. Donc ce que ça signifie, c'est que ça renvoie vraiment à des questions existentielles, dont finalement même nous, les adultes, nous n'avons pas encore, toujours les réponses, hein. Et la mort, du coup, dans ces moments-là, peut nous renvoyer à une position d'impuissance, puisque finalement, on ne peut pas expliquer, par exemple, ce qu'il y a après la mort, hein. On a chacun nos propres croyances par rapport à ça, mais on n'en a pas de certitude, hein. Donc ce qui est important de transmettre à l'enfant, c'est qu'on est tous au même niveau, de connaissance et que justement, personne ne sait. Donc chacun a le droit de croire ce qu'il veut, et justement, on peut accompagner l'enfant, bah, dans cette conceptualisation de la mort pour qu'il mette, une forme ou encore une image, voilà, de nouveau que ce soit concret pour lui, parce que, il a besoin de se représenter, en fait, lui-même ce qu'est la mort. Et donc justement, comme les adultes, et bah, chaque enfant va avoir ses propres croyances. Et ce qui va être important, c'est vraiment de respecter son propre point de vue. Et moi, voilà, je dis toujours aux enfants, bah, voilà, tu as le droit de croire ce que toi tu as envie. Je ne peux pas remettre ça en question puisque même moi, je ne le sais pas. Donc c'est important, en tant qu'adulte aussi, de reconnaître, en tant que parent, en tant que professionnel, que ce n'est pas une certitude pour nous et que voilà, on est dans le même état d'esprit que vis-à-vis de ça. Donc voilà, en tout cas, pour compléter les propos de Michel. Je crois que du coup, on intervient sur une nouvelle partie de questions, mais je ne sais pas Oui, si on a le enfin, temps. Sidonie, on va enchaîner sur la façon, en fait, concrète, qu'on pourrait, enfin, la Oui. façon dont on pourrait aborder, en fait, la mort avec les enfants à travers des livres, des jeux, des supports, finalement.
Qu'est-ce que vous nous conseillez d'utiliser? Tout à fait. Donc moi, j'ai une pratique en libéral et justement, avec les enfants, bah, moi, je vais utiliser beaucoup des livres. Donc là, on vous met certains ouvrages en PowerPoint. Donc moi, par exemple, j'utilise le livre que vous voyez en premier, donc Lily a peur de la mort. Celui-là est emprunté en fait de la Très collection belle Max, collection. voilà, de la collection Max et Lily. Dans Max et Lily, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une bande dessinée. Et Max et Lily sont frères et sœurs et il va leur arriver des aventures. L'avantage de ce livre, c'est que les enfants peuvent vraiment s'identifier au quotidien qui est raconté dans cet ouvrage. Et comme c'est une bande dessinée, bah, c'est plutôt ludique et c'est accessible du coup aux enfants. Donc moi, c'est un livre que j'utilise et même avec les adolescents, parce que les adolescents sont très sensibles aux bandes dessinées. Dans ma pratique, j'utilise aussi donc, le deuxième livre que vous voyez, donc La vie et la mort de la collection Mes petites questions. Donc c'est un livre qui est plus orienté vers les 6-8 ans, mais je me suis aperçue dans ma pratique qu'il était très intéressé aussi et très adapté pour les adolescents. Donc je précise quand c'est comme ça que c'est un adolescent que voilà, il y a l'âge, mais c'est pas ça le plus important. L'avantage de ce livre, tout comme le livre La mort, mes petits pourquoi, c'est que vous avez une question par page. Donc, vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre et vous pouvez vous adapter aussi au rythme de l'enfant et à ses questions et vous n'êtes pas obligé de tout aborder. Vous avez encore d'autres ouvrages voilà, dans ce PowerPoint, voilà, comme Dis pardon, c'est comment quand on est mort. Voilà, ça peut aider à accompagner les enfants sur le chemin du chagrin. Voilà, c'est plutôt un livre pour permettre aux adultes de comprendre ce que peut se représenter la mort chez l'enfant ou des questions qu'il se pose ou des attitudes qui peuvent l'apaiser. Donc voilà, ça, c'est vraiment des ouvrages concrets qui peuvent aussi vous apporter un autre éclairage et permettre de médiatiser ces questionnements et d'avoir un support concret. Je laisse la parole à Michel pour prendre Oui. la suite. Alors, en fait, l'autre possibilité, c'est qu'on peut donc essayer d'échanger, en fait, avec des enfants et des adolescents et même entre adultes, hein, c'est très, très enrichissant, avec des jeux, en fait, qui permettent de verbaliser, de mettre des mots sur ses émotions, hein, parce que la mort, en fait, va avoir un impact émotionnel important et donc le jeu, est quelque chose de très intéressant. Alors il y a le jeu, en fait, le jeu, symbolique, ce qu'on appelle, nous, dans nos termes, de ludothèque, le jeu symbolique, qui est où, en fait, on va avoir un cadre un peu irréel, où, en fait, on va avoir un personnage qui est incarné pendant ce jeu et là, il peut s'exprimer librement sur ses émotions. Parce que dans le jeu comme ça symbolique, si on ne vient pas interférer, en fait, dans le jeu de l'enfant, il sait qu'il ne va pas être jugé, il ne va pas être contredit et en fait, quand on joue ensemble, on est dans des situations d'égalité avec les autres joueurs, quel que soit l'âge et quelles que soient les relations familiales avec les autres joueurs, hein. On est tous égaux dans le jeu, en fait et donc dans le jeu, en fait, la notion de mort est assez importante puisque, par exemple, vous avez sûrement joué quand vous étiez petit à «Tu es mort ou je joue plus», hein, le voleur vient de tirer sur le gendarme, ou l'inverse et puis le visé, il s'écroule pas alors qu'il devrait être mort, quoi, donc il devrait plus bouger. Bah, c'est une façon déjà d'en parler. Il y en a un qui peut faire vraiment semblant et à ce moment-là, il y a l'autre qui vient lui dire: «Réveille-toi, c'est pour rire». Tout ça, c'est des points qui sont importants parce que dans le jeu, on est immortel. D'ailleurs, il y a un jeu pour les adultes que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle le bridge, dans lequel il y a un des joueurs, il fait le mort pendant un tour, hein. Hem et donc c'est voir ce qui est intéressant, en fait, c'est dans les jeux symboliques, c'est de regarder comment des enfants, surtout les plus jeunes qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas vraiment mettre des mots, en fait, quand vous les regardez jouer, comment ils se comportent dans ces espaces symboliques? Comment ils jouent au docteur? Comment ils jouent au chirurgien? Comment ils jouent à la guerre? Comment ils jouent à la route? Moi, je suis frappé avec des petits enfants de voir que quand ils jouent à la route, ils font des accidents, hein, donc c'est quelque chose qui les marque et en fait, si on le laisse jouer librement, un éducateur peut regarder, en fait, l'enfant dans ce qu'on appelle, nous, la bulle ludique
et il va voir comment l'enfant exprime des sentiments que l'on ne soupçonnait pas en fait qu'il avait. Hein. C'est un révélateur de sentiments. Et par exemple, il y a peu, j'ai eu une compagne qui a demandé à son petit-fils de 8 ans pourquoi il s'allongeait sous la table. Et lui, il a répondu: Samuel Paty. Et il n'a pas voulu en dire plus comme ça. Et donc, quand ma compagne a demandé à la maman de ce petit-fils pourquoi il pouvait dire ça, elle dit qu'à l'école, en fait, ils font des exercices de mise en sécurité dans le cadre de Vigipirate. Et l'enfant n'en parle pas, mais on voit qu'avec son comportement, en fait, on peut saisir en partie ses angoisses, ses ressentis et ses peurs. Alors, il y a des jeux qui ont été faits pour exprimer les émotions. Alors, il y a un jeu qui a été fait par une psychologue, en fait, qui est parti d'un livre d'une psychologue, et le livre s'appelle La couleur des émotions, et le jeu s'appelle Le monstre des couleurs. En fait, le titre espagnol, c'est une psychologue qui est catalane, son titre catalan, ça s'appelle Le monstre des couleurs. Donc, le jeu a repris le titre catalan, alors que le livre publié en français l'a mis sous la forme de La couleur des émotions. Le monstre des couleurs, c'est à partir de 4 ans. C'est un jeu qui peut commencer petit. On va faire s'exprimer l'enfant sur des émotions. En fait, c'est un jeu assez simple. D'un point de vue du jeu ludique en lui-même, il est vraiment fait pour qu'on s'exprime. Et si on ne s'exprime pas, en fait, il a un intérêt relativement plus limité. Chaque fois qu'en fait, on va avoir des émotions qui sont présentées sur le plateau, on a 6 émotions, et il faut réussir à ranger l'émotion dans une case qui est une espèce de memory. Il faut se souvenir que l'émotion rouge va dans une case rouge, mais on ne sait pas où elle est. Hein. Donc, et on va déplacer donc le monstre qui va aller sur différentes cases. Et quand il arrive sur une case comme l'amour, comme la peur, il va devoir dire: qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que c'est aimer? Hein? Et du coup, il doit répondre quelque chose. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Simplement, il doit dire quelque chose, s'expliquer un petit peu, et si une fois qu'il s'est exprimé, il peut essayer de remettre la couleur de l'émotion dans la bonne case de couleur. Et donc, c'est un jeu où, en fin de compte, ce jeu-là permet de s'exprimer. Et quand on y joue avec des enfants et des adultes, on est au même niveau d'égalité pour s'exprimer, puisque chacun doit exprimer son émotion. Il y a un autre jeu qui est intéressant aussi, qui est fait pour partager des émotions. Alors, c'est fait pour des plus grands. C'est un pédopsychiatre qui l'a créé. Peut-être que certains d'entre vous connaissent un jeu qui s'appelle Dixit, qui est aussi un grand jeu pour exprimer un petit peu ce qu'on ressent. Mais un jeu qui s'appelle Feelings, hein, qui est un très bon jeu à partir de 8 ans. C'est un jeu plus pour adultes. En fait, on va avoir des situations qui sont proposées. Alors, on peut soit utiliser les situations qui sont dans le jeu, soit fabriquer soi-même des situations qu'on pense importantes. Par exemple, on pourrait justement avoir comme émotion, euh, un prof a été abattu dans la rue. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et là, vous avez une palette d'émotions que vous allez essayer de deviner ce que vous mettez en binôme. Vous allez essayer de deviner l'émotion de la personne de votre binôme, hein, et réciproquement. Et on gagne, en fait, si on est le plus proche, en fait, de la façon dont on pense que les personnes ont réagi. Alors, le jeu aussi, là, pareil, un petit peu comme le monstre des couleurs, il est intéressant au niveau jeu, mais il est surtout très intéressant parce qu'avec ce jeu-là, on fait connaissance, on échange des choses qu'on ne se dirait pas en situation normale, hein, mais que le jeu nous fait faire, et on se sent libre de parler. Et évidemment, on peut aussi tout simplement observer la nature, on peut comprendre le cycle de la vie. Hein. On en a parlé tout à l'heure avec les feuilles d'automne, par exemple, hein, avec les fruits, avec les graines. Tout ça, ce sont des choses pour nous aider à parler de la mort. D'accord, merci Michel pour ces conseils pratiques qui sont très intéressants. Je pense qu'on découvre tous un petit peu ces jeux qui pourront nous aider. Alors, comme je vous l'avais expliqué, il y a 2 situations. L'enfant qui est face à une mort qui n'est pas vécue directement. Maintenant, on se pose la question, si la mort arrive réellement dans l'entourage de mon enfant, bah, concrètement, comment je fais? Comment je lui en parle? C'est des questions qui arrivent de façon récurrente à la fois dans le chat et qui nous ont été posées. Voilà, comment je fais si la mort arrive réellement dans l'entourage de mon enfant? Je vais laisser la parole à Sidonie d'abord pour commencer à nous donner quelques éléments de réponse
Et puis on continuera ensuite avec Michel. Donc, en effet, il y a un autre contexte si l'enfant est réellement confronté à la mort, parce que cette fois-ci, ses émotions ou ses réactions peuvent être plus intenses. Et je pense que vous vous questionnez, mais comment faire voilà, par rapport à ça. Finalement, il faut vous dire que les conseils évoqués juste avant vont rester les mêmes. C'est-à-dire que les réactions de l'enfant face à la mort d'un proche, va falloir faire au mieux en partant de sa conception de la mort et déjà de ses connaissances. L'intensité de ces réactions va aussi dépendre forcément de l'âge de l'enfant, de son niveau, du coup, on dit de développement psycho-affectif, donc en fait de sa maturité, mais aussi forcément du sens et de sa perception qu'il va donner à ce qui s'est passé. Ces réactions peuvent aussi être différentes suivant le lien d'attache avec la personne qui est décédée. Et voilà, ces réactions peuvent donc être fluctuantes. Si c'est un grand-parent, si c'est un de ses propres parents, voilà, ça va aussi être différent suivant le contexte. Ce qui est vraiment important aussi dans la conception de la mort, c'est lorsque ça concerne un animal de compagnie. C'est vraiment un événement qui n'est pas à négliger, car parfois un animal de compagnie est considéré comme un membre entier de la famille. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est important de ne pas en faire un tabou, de ne pas dire le chien a disparu, par exemple, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, de ne pas cacher en fait la vérité, parce que l'enfant a besoin de savoir. Et si vous dites juste il a disparu alors qu'il est vraiment décédé, l'enfant va vraiment être dans une recherche de cet animal de compagnie. Donc voilà, de toujours être le plus sincère possible avec votre enfant. Donc, comment faire? Déjà, votre premier positionnement de parent va être tout simplement d'être écouté ce qu'il vit, d'être écouté ce qu'il ressent s'il arrive à le dire, parce que c'est déjà une étape indispensable que l'enfant se sente écouté et entendu. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou pas assez solide pour soutenir votre enfant, vous pouvez passer le relais peut-être à un proche, parfois aussi à un professionnel, ou en tout cas, il existe aussi des associations, notamment même sur Paris, pour vous aider vraiment à trouver des solutions. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas rester seul si vous vous sentez démuni. Donc, ce que je veux préciser, c'est que la communication va vraiment être indispensable à cette période pour voir s'il culpabilise aussi de ce qui s'est passé et de montrer que vous pouvez être présent pour lui. Et si c'est trop compliqué, voilà, n'hésitez pas à passer le relais. Si vous êtes même submergé par les émotions, mais que vous vous sentez de répondre aux questions de votre enfant, vous pouvez aussi verbaliser vos propres ressentis et émotions à ce moment-là. Dire par exemple que vous aussi, vous êtes triste par cette annonce, par cette nouvelle, parce que voilà, vous n'allez plus pouvoir revoir cette personne et que vous avez conscience que cette personne va vous manquer. L'enfant a besoin un peu que vous soyez le miroir de ses émotions, de ses ressentis. Donc, vous pouvez aussi vous témoigner de ce que vous ressentez et au contraire, ça ne va pas montrer une faiblesse de votre part, ça va le guider et lui donner un exemple que vous aussi, vous vous autorisez à verbaliser vos émotions et vous donnez le droit de le faire et donc vous pouvez aussi par effet de conséquence, donner le droit à votre enfant de le faire. Donc voilà, vous pouvez l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent et prouver aussi que vous êtes humain et que vous vivez la même expérience que lui. Même si bien sûr, on est en train de le dire, chacun le vit à sa façon. En quelque sorte, voilà, comme ça, vous l'autorisez lui aussi à vivre cet événement. Et ça, c'est vraiment important d'être dans une communication et quelque chose qui est du partage. Et si en fait mettre des mots c'est trop difficile pour lui, soit parce qu'il est petit et que déjà il n'a pas beaucoup de mots, ou parce que grand il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment exprimer ses sentiments,
En fait, vous pouvez très bien lui demander de dessiner ce qu'il ressent ou de faire un dessin pour la personne qui a disparu et la personne qu'il aimait. Il faut pas le brusquer, en fait, il faut pas le forcer à parler parce que les enfants, ils font les choses quand ils seront prêts, en fait. Et quand ils sont pas prêts, ben, le brusquer, c'est pas forcément extraordinaire, hein. Et effectivement, le jeu, là, ça peut jouer, on l'a déjà exprimé tout à l'heure, mais ça peut aussi servir de catalyseur de parole et d'expression. Et typiquement, dans des cas comme ça, on va adapter des jeux comme ceux que je vous ai montrés, en ne suivant pas la règle qui est donnée par le jeu, mais en créant vous-même les propres situations et les propres, émotions que vous pensez qu'on peut ressentir parce que vous les ressentez et donc vous pouvez partager ça avec l'enfant. Et comme disait Sidonie, c'est votre exemple sera important qu'il comprenne que lui, il ressent quelque chose et qu'il comprenne qu'au fin de compte, c'est normal qu'il le ressente parce que vous le ressentez aussi. Et donc, en effet, pour continuer sur ce sujet, en tout cas, donc voilà, on peut avoir, comme le disait Michel, l'aider le plus possible à s'exprimer, en tout cas, hein, et par exemple, d'essayer d'évaluer, même si c'est pas toujours facile, si l'enfant se sent coupable ou pas de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il se sent responsable, par exemple, de la mort de son proche ou de son animal? Parce que l'enfant peut se sentir responsable alors qu'il n'est pas du tout le cas. Donc, c'est important de lui rappeler que justement, souvent, la mort n'est pas prévisible et que ça fait partie du cycle de la vie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et que du coup, voilà, c'est des choses qui arrivent à une période de vie, en tout cas. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est toujours important de ne pas sous-estimer la peine de votre enfant, même pour un animal de compagnie justement, parce que au moment de l'annonce, les réactions vont être différentes. Un enfant, il n'a pas la même temporalité, donc on peut lui dire une nouvelle et lui, l'instant d'après, ça donne l'impression qu'il l'a oublié. Comme si finalement, une fois que l'annonce a été faite, lui, il retourne jouer. Mais c'est pas parce qu'il va faire autre chose qu'il n'est pas touché par ça. Comme on disait tout à l'heure, il faut aller à son rythme. Du coup, il faut lui laisser le temps de digérer cette annonce, de digérer cette information. Et vous pourrez lui en reparler quand il en aura envie ou quand il viendra vraiment vous le signifier, c'est-à-dire quand il en ressentira le besoin. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra essayer d'être présent en répondant à ces interrogations, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Si c'est le décès d'un de ses proches, vous pouvez aussi aborder avec lui le sujet des obsèques en lui demandant s'il souhaite assister à cette cérémonie, parce que participer à la cérémonie peut faire partie aussi du processus du deuil, et donc ça peut être une étape importante. Et donc, souvent, c'est un mot que l'enfant ne connaît pas. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, ça peut être d'expliquer ce vocabulaire ou d'expliquer en fait comment ça va se passer et de savoir si lui veut être présent ou non à cet événement. Parce que l'enfant peut au contraire y trouver tout à fait sa place, mais ça doit rester un choix. Il ne doit pas se sentir obligé. Les rituels, justement, du deuil peuvent être très bénéfiques pour se rendre compte de ce qui se passe. Et au contraire, ça ne va pas être traumatisant pour l'enfant du moment que il a pu se représenter ce qu'il allait se passer. Donc voilà, ça c'est pour un peu compléter ce sujet. En tout cas, nous venons de le voir, l'expérience de la mort est vraiment individuelle, donc les ressentis vont aussi être différents chez chacun. Il peut du coup y avoir de la culpabilité, parfois aussi un sentiment d'abandon, parfois beaucoup de tristesse ou même à l'opposé de la colère, ou parfois aucune émotion, avec un déni, avec un temps d'intégration de l'information ou de la concrétisation de ce qui se passe. Donc voilà pour compléter les propos de Michel.
Merci Michel et Sidonie. Alors on va prendre, quelques questions rapidement. Une maman nous parle de sa fille qui a évoqué la mort, de la mère d'un de ses camarades de classe, hein, comme ça peut arriver souvent. Comment est-ce qu'on peut échanger avec lui à ce propos? Comment on peut lui répondre? Sachant que ce que nous dit cette maman, c'est que cette situation a créé des angoisses, chez cette petite fille qui, elle aussi, finalement, a peur de mourir. Comment est-ce qu'on peut la rassurer? Comment on peut dialoguer avec elle, à ce sujet? Alors, je pense qu'il faut s'appuyer vraiment sur des éléments concrets que nous venons d'utiliser, de savoir déjà comment elle se représente ça, c'est-à-dire voilà, d'essayer d'y aller pas à pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans son ressenti par rapport au décès déjà de cette personne et d'essayer d'aller un peu plus en profondeur sur, d'accord, elle a peur de sa propre mort, mais est-ce que derrière, elle n'a pas la peur aussi que la même situation lui arrive, c'est-à-dire qu'un de ses deux parents décède. Et donc, moi, vraiment, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je prends vraiment les livres que je vous ai indiqués ou je pose vraiment des questions, mais de quoi tu as peur? Et je viens aussi rassurer sur des éléments concrets en disant, ben voilà, il y a eu, dans la vie, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir la maladie, mais par exemple, je rassure sur, voilà, la personne dont on a parlé est décédée, mais moi, par exemple, je suis en pleine santé, je suis en pleine forme, je prends soin de moi. Donc, ça n'a pas lieu d'arriver. Ça peut arriver, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui va forcément arriver. Donc, moi, je rassure sur oui, ça existe, mais ça n'arrive pas toujours. Voilà, ça reste quand même des cas exceptionnels. Euh, Ce que je veux dire, c'est que parfois la réassurance va tout simplement servir en écoutant et en contenant en fait le discours de l'enfant et mettre des mots, ça peut soulager. Ou comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être te proposer de faire un dessin pour que l'enfant puisse s'exprimer en fait et extérioriser euh, ses angoisses. Donc voilà, moi ma technique c'est de mettre des mots sur ses ressentis et déjà en fait c'est beaucoup de proposer un temps d'échange, un temps de discussion pour que l'enfant se sente libre d'aborder et parfois voilà comme on dit c'est la catharsis, c'est-à-dire une fois que c'est dit, l'enfant lui il peut passer vite à autre chose. Merci Sidonie. On va prendre une dernière question rapidement. Pourquoi, parfois, pardon, les enfants se mettent en danger de par leur comportement, leurs gestes, leurs actions? Comment est-ce qu'on leur fait comprendre que cela représente un risque de mort pour eux? Comment est-ce qu'on peut les aider à en prendre conscience concrètement? Alors moi, si ça m'arrive comme questionnement au niveau des parents, de nouveau, j'essaie de ramener dans quelque chose de concret, c'est-à-dire, bah oui, il y a un cycle de la vie, donc en fait, nous naissons, nous grandissons et nous vieillissons. Et je ramène au fait tout simplement du concept du corps, donc voilà, que notre corps est fragile et que nous devons en prendre soin. Je ramène de nouveau à des choses simples, même si ça paraît basique. Le b.a.-ba, en fait, marche toujours. Et vraiment, ce qui est important, c'est de simplifier le discours avec l'enfant. Donc moi, ce que je dis, c'est que ton corps est fragile. Donc si tu bah, prends des risques, tu te mets en danger. Et je vais vraiment aller dans le concret. Bah, par exemple, voilà, pour traverser la route, il faut vérifier qu'il y ait bien des voitures à droite à gauche, il faut utiliser les passages piétons. Et j'explique aussi pourquoi les règles existent. Les règles sont contraignantes, mais elles sont vraiment là pour nous protéger et pour vivre tous en société. Et que si chacun faisait ce qu'il avait envie, eh ben, on ne pourrait pas être tous se supporter en tout cas. Donc, moi, ma façon d'expliquer le risque, c'est de dire, bah oui, tu te mets en danger et d'expliquer les conséquences, alors sans aller dans la dramatisation, hein, parce que ce n'est pas le but de dire, bah oui, tu vas être écrasé par la voiture, tu vas aller à l'hôpital, voilà. C'est pas l'idée d'être dans des scénarios catastrophiques, mais c'est de ramener à quelque chose de concret pour que l'enfant puisse comprendre, en fait.
parce qu'il faut toujours se mettre à la portée de l'enfant et essayer de lui expliquer de la façon la plus simple possible pour qu'il puisse, lui, en faire quelque chose. C'est pas je jette la théorie et l'enfant se débrouille avec, c'est j'accompagne l'enfant à comprendre pourquoi il y a des règles, pourquoi il faut se protéger, parce que nous sommes fragiles, nous devons prendre soin de notre corps. Et d'ailleurs, souvent, avec les notions de mort, il y a les notions aussi de maladie. Et les enfants peuvent être beaucoup après dans les questionnements, c'est-à-dire une question entraîne une question qui entraîne une question. Hein, et c'est répondre à ces questions, mais en prenant en compte leur compréhension, hein, pour éviter d'être dans quelque chose de trop dramatisant, de nouveau. Merci. Mais c'est une question qui est difficile au niveau réponse parce que d'un côté, il faut que l'enfant en prenne des risques. Parce qu'il y a des choses que, il faut qu'il apprenne à grimper, il faut qu'il apprenne à faire du vélo, il faut qu'il apprenne à faire des tas de choses. Donc, il faut réussir à ce que, pas lui faire une crainte terrible en disant: «Oh là, attention, tu risques de te tuer», mais réussir à à lui montrer jusqu'à quelle limite, enfin, comment on peut prendre un risque raisonné. Ce qui est compliqué quand les enfants sont petits, ce qui est plus simple quand ils sont plus grands. Ce qui est compliqué, alors chez les ados, le problème, c'est que quelquefois, il vaut mieux leur dire: «Vas-y» pour qu'ils fassent pas, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je suis d'accord sur cette notion de risque. Et moi, je dis par exemple, il faut prendre des risques, mais des risques mesurés, c'est-à-dire Oui. des risques réfléchis. Voilà, là, finalement, il y a une voiture, elle arrive, est-ce que je traverse, est-ce que je traverse pas? Non, j'attends si j'ai mal évalué, si je peux pas traverser. Et en effet, l'enfant a besoin d'avoir des expérimentations. Donc, on peut pas le mettre dans une bulle. Moi, c'est ce que je dis, hein. Si on ne prendrait pas de risque, chacun resterait enfermé chez soi. Mmh. La vie, elle est risquée, mais du coup, il faut prendre des risques mesurés. En effet, si je fais du vélo, et par exemple, je prends mon casque, voilà, je suis prudent. Mais en effet, je vous rejoins, Michel, là-dessus. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a des jeux qui peuvent être très intéressants, en fait, parce que justement, dans les jeux où la mort est virtuelle, on peut prendre des risques, mais se rendre compte que, oui, à un moment donné, on est mort quand même. Hein, tout ce qui est simulateur un petit peu, tout ce qui est, dans les jeux vidéo, tout ce qui est même des jeux, il y a eu des jeux un peu sur le code de la route où en fin de compte, si on traverse au rouge, on a peut-être une chance que, par le hasard des dés, il y a une voiture qui vous renverse et ça crée des situations qu'on peut faire comprendre comme ça, dans un mode où en fin de compte, il y a pas de risque physique, hein, mais on est virtuellement, effectivement, dans des situations qui peuvent arriver dans la vraie vie et qu'on peut constater, ne serait-ce que par les actualités, hein. Merci à tous les deux. On va avancer rapidement, le temps tourne. On va maintenant aborder les questions fréquentes que peuvent poser les enfants et vous donner des exemples de réponses que vous pouvez leur apporter. Alors la première question, Michel, c'est: pourquoi on meurt? Ah oui, alors pourquoi on meurt? Là, en général, ce qu'on peut dire, hein, c'est que, en général, on meurt parce qu'on vieillit et que notre corps est fatigué, hein. C'est le cycle de la vie. On naît, on grandit, on devient adulte, on vieillit et on meurt. Bon, le problème, c'est qu'on meurt aussi par accident, brutalement, quelquefois parce qu'on a fait une imprudence ou bien parce que quelqu'un d'autre a fait une imprudence. Et puis, il y a les guerres, il y a les épidémies, il y a des événements naturels, il y a les tremblements de terre, il y a des inondations, il y a des incendies qui sont déclenchés par l'action humaine ou qui sont déclenchés par une nature qui vit et qui se défend contre les agressions. Et pour tous les êtres vivants, en fait, que ce soit des plantes, des animaux, des humains, il y a un point qui est important à faire comprendre, c'est qu'il est nécessaire que certains meurent pour que d'autres puissent naître. Hein, si on observe tout le cycle naturel, tout le cycle de la vie dans la nature, c'est parce que une graine meurt que l'arbre pousse. Hein. C'est parce que les feuilles meurent que la terre s'enrichit et que les plantes vont croître. Hein. Et en fait, on peut aussi se dire que si les humains ne mourraient pas, en fait, on serait combien sur cette terre et comment on pourrait continuer à vivre parce qu'on n'aurait pas assez de place pour être tous ensemble. Hein. Donc, on meurt parce qu'il y a un cycle de la vie qui fait que c'est nécessaire qu'on meure.
Alors, une autre question qui est souvent posée, c'est, est-ce que toi aussi tu vas mourir? Alors, justement, oui, moi aussi, je vais mourir. C'est important d'être dans la sincérité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et dans la vérité. Par contre, de dire: «Oui, je vais mourir», mais par contre, c'est pas prévu, hein, et moi, je n'ai pas envie de mourir. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de te voir grandir, voilà, en essayant d'avoir des paroles rassurantes, hein. De dire que ça va arriver, mais que vous souhaitez que ça arrive le plus tard possible, que justement vous essayez d'être en bonne santé, que vous essayez de prendre soin de vous, et que vous souhaitez continuer à vivre à ses côtés le plus longtemps possible pour, le voir grandir, le voir devenir adulte. Voilà, finalement, c'est votre honnêteté qui va permettre, de l'aider à se construire. Et Michel, à la question, «Est-ce que l'on sait quand est-ce qu'on va mourir?» qu'est-ce qu'on peut répondre? Alors ça, c'est la question compliquée parce que en fait, personne ne peut vraiment savoir la date de sa mort. Les cas où on peut s'en douter, c'est quand il y a la maladie ou quand la vieillesse, hein, qui font prendre conscience que la vie va bientôt s'arrêter. Sinon, on ne peut pas vraiment savoir. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, Sidonie? Alors du coup, ça peut être une question assez vaste parce que l'enfant, dans cette question, est-ce qu'il attend de savoir ce qui se passe après la mort, comme on disait tout à l'heure? Ou est-ce qu'il attend de savoir, concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Donc on peut aussi partir dans des explications un peu plus, on dit scientifiques, hein, mais en restant bien sûr simple, en disant que, bah, mourir, c'est avoir son cœur ou son cerveau qui s'arrête de fonctionner. Et que voilà, le corps peut être fatigué, que le corps ne fonctionne plus, que du coup le corps ne va plus bouger, que le cerveau ne peut plus envoyer en fait les informations pour permettre que l'ensemble des organes fonctionnent. Même si ça peut donner l'impression que voilà, que la personne dort, de bien préciser qu'au contraire, elle ne respire plus, qu'elle n'entend plus, qu'elle ne voit plus. Et voilà, de préciser, voilà, que c'est quelque chose vraiment de naturel qui est en train de se passer, hein, et que, l'enfant, bah, va continuer quand même à avoir des souvenirs, de la personne, hein, et que ça, par exemple, personne ne va pouvoir lui enlever, les souvenirs, qu'il a de lui. Donc on peut parler de qu'est-ce qui se passe pour la personne, mais parfois l'enfant a besoin aussi de savoir, mais voilà, mais moi, qu'est-ce que je fais, de cette annonce? Et pareil, de le rassurer en disant, beh, toi par contre, ton travail, c'est un peu de continuer à penser à cette personne. On peut aussi, travailler autour de photos de la personne, que l'enfant ait un petit album photo à ses côtés ou alors dans sa chambre et qu'il le ressorte quand il en a envie, hein, pour, finalement pallier à l'absence, ou parfois avoir des vidéos aussi, voilà, de partager, des souvenirs concrets ou en tout cas de dire que cette personne, bah, il a le droit de l'avoir dans son cœur ou dans sa tête. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose d'important pour que l'enfant soit rassuré. Alors une dernière question, qui nous est souvent posée, où va-t-on quand on est mort? Pardon. Michel, est-ce que vous pouvez nous répondre très, très rapidement, s'il Alors vous je vais plaît? essayer d'être rapide. En fait, bon, physiquement, en fait, quand on est mort, on va être emmené au cimetière, par exemple, dans un cercueil et puis, le cercueil, il est enterré ou il est brûlé, hein. Donc, après, ça veut dire que physiquement, le corps se décompose, en fait, pour retourner à la nature, dans les 2 cas. Mais en fait, depuis les débuts de l'humanité, il y a des réponses pour, immortaliser une part qu'on peut appeler la part spirituelle de l'être humain et tenter de donner un sens à notre vie. En fait, on se dit: «Au fond, j'ai fait quelque chose dans ma vie, hem, une fois que je suis mort, comme ça, que je suis retourné à la nature, qu'est-ce qui reste de moi?» Et là, chaque culture, chaque société, chaque croyance, chaque religion a une réponse qui lui est propre. C'est très, très individuel. Par exemple, chez les Kanaks, par exemple, les morts sont toujours présents autour de nous, c'est ce qu'ils pensent, mais ils sont invisibles. Les bouddhistes, ils pensent que les morts se réincarnent dans un autre être, hein, et savoir que notre vie a un sens, en fait, ce que nous avons fait ne meurt pas avec nous, c'est important pour se construire et pour affronter, en fait, cette étape qui est quand même angoissante, hein. Et donc quelque part, en fait, on rêve d'être immortel.
comme dans les jeux. Et il n'y a pas besoin de tombe ou d'urne, c'est ce qu'a dit Sidonie, pour se souvenir de quelqu'un, en fait, hein. Sa présence, elle est en nous, elle est dans notre cœur, dans notre tête, au travers des souvenirs, au travers des objets. Merci Michel et Sidonie. Alors, pour conclure, Sidonie, quels sont les éléments essentiels à retenir ce soir? Et oui, alors en effet, c'est un vaste sujet, hein, on l'a vu. Voilà, on vous propose une petite synthèse. J'espère que vous avez bien compris que l'important, c'est de privilégier le dialogue pour limiter les tabous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, de rester le plus honnête possible, c'est-à-dire avec vos propres mots. C'est vraiment la sincérité qui va vous aider. De partager aussi la vérité ou l'état de vos connaissances. Ça serait le troisième conseil. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure de ne pas dramatiser, mais de ne pas minimiser non plus, parce que c'est important, hein, cette notion de mort et ce vécu autour de cette notion. Comme nous l'avons dit aussi, de ne pas forcer l'enfant à discuter s'il n'en a pas envie. Il le fera quand il sera prêt, pardon. D'être au maximum à l'écoute et dans la bienveillance. Et enfin, de ne pas utiliser des médias ou des médiations comme les jeux, comme les livres, comme les dessins. Voilà, vous avez des vastes exemples proposés ce soir. Sidonie voulait dire ne pas hésiter à utiliser, hein. Oui, pardon. En effet. Merci Sidonie pour cette conclusion voilà, assez exhaustive finalement de tout ce qui a été dit. Il va être temps de passer à la fin de cette conférence, donc je me charge de la clore. Premièrement, je veux vraiment remercier Sidonie et Michel pour leurs précieux conseils. Merci. Voilà, alors comme vous le savez, comme on l'a évoqué dans l'introduction, on vit une période un petit peu particulière, très compliquée en ce moment, où la mort semble être omniprésente. C'est aussi pour ça que la CAF et l'UDAF de Paris ont souhaité proposer une conférence sur cette thématique, bien qu'elle soit difficile, et l'idée, c'est essayer de vous apporter des clés pour vous en sortir lorsque ces questions vous sont posées. Merci pour ces interventions, pour les conseils, et on espère sincèrement que cela va vous aider à faire face à cette situation. Finalement, si on peut résumer ce qui a été dit, on peut utiliser une phrase qui a été énoncée par Françoise Dolto, que certains connaissent peut-être. Il est mort parce qu'il a fini de vivre. Voilà, c'est l'honnêteté, c'est la réalité. Je vais conclure en vous rappelant, donc, comme ça a été évoqué à la fois par Sidonie et par Anne-Sophie au début de cette conférence, qu'il existe des associations pour accompagner les familles face au deuil à Paris. Il nous importe fortement, à la fois en tant que CAF et en tant qu'UDAF de Paris, de les soutenir pour ne pas laisser les familles seules face à ces difficultés. Nous vous enverrons un livret qui regroupe presque l'exhaustivité des associations qui œuvrent dans ce champ-là, à la fois soutenues par la CAF et par l'UDAF de Paris. Et ce petit livret sera aussi accompagné d'un questionnaire de satisfaction pour nous donner un petit peu vos retours sur cette conférence, à la fois aussi les contacts et le lien pour accéder au replay de cette conférence qui est enregistrée. Vous aurez aussi, donc, comme je disais, les contacts de la CAF, de l'UDAF, de M. Thomas et de Sidonie. En tant que partenaire privilégié, la CAF et l'UDAF continueront à mettre en place des actions de soutien à la parentalité à distance, en tout cas pendant cette période, comme celle-ci. Donc voilà, 2021 sera rythmé par des conférences. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Et puis, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. On vous remercie. Merci à tous. Bonne soirée à Au revoir tous. à tout le Merci à monde. vous Merci tous. beaucoup. Bonne soirée. Merci.